Nous sommes en République de Chine populaire, au pied du massif de l'Himalaya. Une équipe de botanistes chinois, mus par l'enthousiasme politique au moins autant que par l'esprit de recherche scientifique, monte à l'assaut des vallées qui mènent vers les hauts plateaux du Tibet. But de l'expédition ? Le plus haut jardin naturel du monde. Entre 4000 et 5000 mètres d'altitude, au début du mois d'août, après plusieurs journées d'ascension, il découvre un véritable paradis. Un océan de fleurs sur le toit du monde. Des fleurs de toutes les couleurs, avec des racines profondes pour mieux prendre le peu d'humidité du sol, profiter du soleil au maximum et résister au vent. L'étrange rhubarbe de Sikkim. Le pavot de l'Himalaya. Le problème de ces fleurs, à 5000 mètres d'altitude, c'est qu'il leur faut attirer les insectes dans le minimum de temps, pendant le court été de l'Himalaya, pour être sûr d'être fécondés, donc de se reproduire l'été suivant. Que ce soit au Tibet, ou comme ici en Europe, où l'été est plus long, les plantes à fleurs ont besoin des insectes pour transporter leur pollen. Il leur faut donc s'assurer leur clientèle. Il faut en quelque sorte qu'elles se vendent le plus vite possible. Et pour vendre, il faut faire de la publicité. Le problème des plantes à fleurs qui ont besoin des insectes pour transporter leur pollen est donc d'attirer ceux-ci. Ce qui suppose deux choses. 1. Avoir quelque chose à leur offrir. 2. Le leur faire savoir. Ce qu'elles offrent, c'est le nectar. Les fleurs à insectes en produisent beaucoup moins que les fleurs à oiseaux. Environ 0,5 à 5 mg de nectar par fleur et par 24 heures. Les championnes sont les fleurs de certains eucalyptus, la fleur du lierre aussi. Voici comment chacune des petites fleurs de l'ombelle du lierre s'y prend pour attirer l'insecte. Elle s'y prend en deux temps. Dans un premier temps, elle est mâle. Elle n'offre aux insectes que des étamines. Alors arrivent les faux bourdons qui adorent le pollen du lierre et qui sont attirés par sa couleur jaune. Les abeilles aussi. Mais un ou deux jours plus tard, les étamines du lierre flétrissent. Plus de pollen. Apparaît seulement alors l'organe femelle de la fleur, le stigmate, qui est sûr de cette manière de ne pas être fécondé par le pollen de ses propres étamines, mais qui veut recevoir par contre du pollen en provenance d'une autre fleur de lierre, parce que génétiquement c'est toujours meilleur. Mais comment cette fois attirer le messager? Eh bien en produisant beaucoup de nectar, bien sucré, bien parfumé. Pour vendre, il faut faire d'autant plus de publicité que la concurrence est nombreuse et sauvage. La fleur, pour solliciter la clientèle des insectes, utilise deux médias, le visuel et l'olfactif. Parfois l'un, parfois l'autre, le plus souvent les deux combinés. Premier problème pour la fleur, trouver une image qui attire. C'est le rôle des pétales. Il arrive d'ailleurs que les pétales de certaines fleurs soient défaillants, quasi inexistants. Dans ce cas, les fleurs compensent. Elles se servent par exemple des sépales.
Normalement, les sépales sont ces pièces vertes à la base du calice de la fleur. Certaines fleurs transforment les sépales en pétales. C'est le cas du muguet, par exemple. Si les pétales ne sont pas jugés à la hauteur de la situation, ils prennent le relais. Ils se mettent tellement à ressembler à des pétales qu'il faut être botaniste pour le savoir. C'est aussi le cas du lys, de la tulipe, du magnolia. Mieux encore, dans les cas désespérés, tous les coups étant permis, la plante en arrive à travestir ses feuilles. C'est le cas des fleurs de bougainvillée, d'un blanc crème assez ordinaire et toutes petites. Elles ont beau se grouper par 3, il n'y a pas là de quoi affoler un papillon. C'est pourquoi la plante charge 3 feuilles de venir à la rescousse. Le résultat est brillant. Non seulement les 3 feuilles se colorent en rouge ou violet, mais elles entourent la fleur pendant des semaines. D'où le succès des bougainvillées auprès des insectes et aussi des hommes. Mais ce sont les poinsettias ou étoiles de Noël qui ont le mieux réussi dans l'art de reconvertir les feuilles en pétales. Quant aux arômes et aux anthuriums, ils n'y vont pas par 4 chemins. Ils chargent une pièce unique, souvent très grande, d'assurer la promotion de la hampe centrale où se fixent d'innombrables fleurs tout à fait insignifiantes. Dans certains cas, enfin, la fleur s'arrange pour colorer ses étamines, comme chez les mimosas. Chez les albizia aussi, ce sont les étamines qui sont aguicheuses. Il faut en somme, à tout prix, pétale ou non, un panneau publicitaire d'une couleur qui attire les insectes. Il arrive d'ailleurs que cette couleur n'en soit pas une. Ainsi, le nénuphar n'a pas de colorant blanc. Son blanc éclatant s'explique par un phénomène de réflexion de la lumière sur les vésicules aériennes de ses pétales. C'est le même phénomène que celui qui produit la couleur de la neige ou de l'écume. Autre utilisation astucieuse du jeu de lumière, celui du bouton d'or. L'épiderme de ces pétales est bourré de gouttelettes huileuses au-dessus d'une couche de cellules riche en grains d'amidon blanc. La lumière, réfléchie sur ce fond, donne aux pétales cette apparence de couleur jaune et un peu grasse. Quant aux reflets veloutés des gloxinia et aussi des pensées, ils sont dus à des cellules qui forment des sortes de poils sur les pétales, tous avec la même longueur et la même orientation, comme les poils d'un velours. Mais les plantes savent qu'une couleur est mal vue, c'est le cas de le dire, par la plupart des insectes. Pour eux, et notamment pour les abeilles, le rouge, ce n'est pas une couleur. Ils ne le voient pas. Voici ce que nul œil humain ne pourra voir jamais. C'est un champ de coquelicots vu par une abeille. On s'est longtemps demandé si les insectes avaient la même vision que les oiseaux et les hommes. C'est l'Allemand von Frisch, prix Nobel, qui a démontré le contraire. Les abeilles et la plupart des insectes voient le monde végétal autrement que nous. Ils sont par exemple aveugles au rouge. Et pourtant, revenons avec nos valeureux botanistes chinois. Ils sont en train de faire une découverte fabuleuse. Sur les pentes sud de l'Himalaya, qui reçoivent la mousson humide venue de l'Inde, à 5000 mètres d'altitude, ils découvrent le royaume des rhododendrons. Des rhododendrons rose pâle, mais aussi des rouges, à perte de vue, comme un océan de feu. Mais ces fleurs, que nous croyons rouges, comme d'ailleurs la bruyère et le trèfle incarnat, et aussi le cyclamen, sont plus pourpres que rouges. Dans ce pourpre, il y a du bleu. Et les insectes, littéralement,
n'y voit que du bleu. La vision de l'insecte est déplacée par rapport à la nôtre vers les faibles longueurs d'onde. Ce qu'il perd dans les rouges par rapport à nous, il le gagne dans les bleus et les ultraviolets. Les coquelicots sont visités par les abeilles. Mais c'est parce qu'ils émettent un rayonnement ultraviolet, invisible à nos yeux. Les abeilles, les guêpes et les bourdons ne voient pas les coquelicots rouges. Ils n'en distinguent qu'une image en lumière noire, comme celle que nous utilisons dans les nightclubs. Voici d'ailleurs des fleurs qui opèrent une reconversion au dernier moment, les échiomes. Ils ont d'abord une corolle rouge, puis, à mesure qu'ils s'épanouissent, elles virent au bleu. La vision du monde des fleurs n'est donc pas du tout la même pour les insectes que pour les hommes. La plupart d'entre eux confondent le jaune et l'orangé. Ils ne voient pas le rouge qu'il y a dans l'orange. Ils n'en voient que le jaune. Ils confondent aussi le bleu et le violet parce qu'il y a du rouge dans le violet. Ils l'effacent et n'en voient que le bleu. Une pâquerette se détache en bleu-vert sur un fond d'herbe jaune pâle ou gris. Pour les insectes, les fleurs se détachent par des couleurs difficilement concevables pour nous, sur des fonds gris ou jaunâtres, parfaitement neutres. En fait, ils effacent le feuillage pour ne voir que les fleurs. Les couleurs que les insectes voient le mieux sont le jaune, le violet, le bleu, l'orange, mais jamais le vert, car le vert se confond avec l'ensemble du paysage végétal. Très souvent, les fleurs guident les insectes vers leur nectar au moyen de lignes rayonnantes. Ou bien ce sont des taches qui lui montrent le chemin du nectar. Ici, la fleur du catalpa. Voici un document soviétique. Vous allez voir comment un insecte réagit à une fausse fleur jaune sans rien pour le guider au centre. Il suit ce qu'il croit être le bord de la corolle. Maintenant, on a disposé des lignes de taches convergeant vers le centre. L'insecte atterrit en suivant les balises. Il cherche vers le centre là où devrait se trouver le nectar. Et il est toujours ramené aux lignes de taches. Dans une corolle de digital, les taches sont de plus en plus petites en allant vers l'intérieur. Voici un système de guidage couleur très perfectionné, celui du marronnier. Quand la fleur est jeune, pour signaler aux insectes qu'elle est pleine de nectar, elle arbore une grande tache jaune sur fond blanc. Dès qu'elle vieillit, que la sécrétion de nectar diminue, elle vire à l'orange puis au rouge vif. C'est le signal stop, ou plutôt l'extinction des feux. Car pour l'abeille, elle devient grise et se confond avec le reste. Les hyménoptères délaissent très vite ces fleurs rouges pour ne visiter que celles qui sont encore jaunes. Ce n'est pas tout. Dans le même temps, la fleur du marronnier change d'odeur, ce qui pour l'insecte signifie véritablement terminer mission accomplie, car les signaux par odeur sont encore plus utilisés pour communiquer avec les insectes que les signaux optiques. C'est utile parce que les insectes ont en fait une très mauvaise acuité visuelle. L'œil à facettes, c'est très beau, très impressionnant vu de près, mais comme efficacité, c'est le 80e de l'œil humain. Les abeilles, les guêpes et les bourdons distinguent mal les formes des corolles. Un modèle au contour accidenté est mieux vu qu'un modèle massif et circulaire. C'est pourquoi le capitule marche mieux commercialement que la fleur. Un capitule, c'est un ensemble de petites fleurs associées, et non pas un assemblage de pétales. Ce ne sont pas des fleurs, mais des républiques de fleurs. Elles sont toujours préférées par l'insecte aux fleurs simples, parce qu'ils en distinguent mieux les contours. Ce dahlia est parfaitement équipé visuellement.
Son capitule bien découpé, jaune à l'extérieur, le signale aux abeilles de loin. Quand elles arrivent en fin de procédure d'atterrissage, ce sont les rayures concentriques pourpres, qu'elles voient bleues, qui les guident jusqu'aux petites fleurs jaunes du tapis central. Mais toutes les fleurs n'ont pas la chance d'être aussi bien équipées. Nous sommes en France, au domaine de Château-Margaux, l'un des crus bordelais les plus célèbres au monde. Pour enfanter un grain de raisin, il faut que la fleur de vigne soit fécondée par un insecte. Or, c'est une fleur minuscule, verdâtre, insignifiante. Alors comment faire? Eh bien, il compense par un parfum très fort, grâce à quoi nous avons du vin. Autant le pavot, par exemple, se fie uniquement à ses couleurs, autant le liseron des champs, corolle blanche à peine découpée, sans le moindre signal optique, attire uniquement par son odeur. Pour savoir si un insecte se guide sur une fleur par l'odeur ou la vue, il suffit d'observer son vol. Si, quel que soit le vent, il fonce sur la fleur en ligne droite, c'est de l'atterrissage à vue. S'il approche en zigzag ou à contrevent, c'est l'atterrissage à l'odeur. Quant aux récepteurs dont dispose l'insecte pour recevoir ces signaux odorants, ils sont placés dans le haut des antennes. On pense que les abeilles et les papillons, par exemple, sont munis de véritables palpeurs à odeur, d'une précision telle qu'ils se trouvent guidés en atterrissage automatique. Les parfums, beaucoup plus encore que les couleurs, sont donc le grand moyen de communication entre fleurs et insectes. Et cela peut aller beaucoup plus loin que le simple contrat « je te donne du nectar, tu transportes mon pollen ». Car à force de se fréquenter, on devient complice et ami. À l'occasion, par exemple, la fleur sert de refuge à l'insecte. Par temps pluvieux, les cloches des belladones ou des campanules hébergent tout un petit monde d'insectes. Il y a encore mieux. Dans les régions arctiques, le soleil est rare et bas. Il fait froid. Or, les corolles des fleurs des dryas s'orientent vers le soleil en permanence, comme un télescope suivant une étoile. Elles concentrent donc en permanence les rayons sur leurs ovaires. Et du coup, les insectes frileux viennent se réchauffer dans ce four solaire orientable. Hélas, chez les plantes comme chez les hommes, il y a aussi des asociaux. Par exemple, le Stapelia, qui est une fleur du désert. Pour attirer les mouches, sa fleur émet une odeur de viande avariée. Les mouches se précipitent et pondent leurs larves dans les ovaires du Stapelia, croyant qu'elles vont y éclore. Et pendant cette opération, la fleur s'arrange pour être pollinisée. Mais elle n'offre aucune nourriture en échange aux enfants de la mouche. Elle les laisse mourir. C'est de l'escroquerie et du meurtre. Mais voici, pour finir, un document extraordinaire. Pour attirer les abeilles, la fleur de l'Asclépias produit beaucoup de nectar, très parfumé. Et pour assurer le transport aérien de son pollen, elle a mis au point un stupéfiant système de pièges à crampons.
particulièrement efficace. Parfois, trop. Entre chaque poche de nectar, il y a une fente. Dans chacune de ces fentes est disposée une pince à crampons à laquelle sont fixés 2 sacs de pollen. Au-dessus du piège, la pente est glissante, de sorte que la patte de l'abeille dérape et entre dans la fente. La pince à crampons se referme et l'abeille, pour dégager sa patte, est obligée d'emmener la pince avec elle et les 2 sacs de pollen. Mais ce n'est pas tout. Quand l'abeille se posera sur une autre fleur, la longueur du balancier est calculée pour que les 2 sacs de pollen viennent éclater à l'atterrissage sur l'organe femelle. Normalement, les abeilles finissent toujours par se tirer de ce piège astucieux qui les oblige à féconder l'asclépias, tant qu'elles ne s'y font prendre qu'une seule patte. Mais en voici une qui vient de se faire prendre 2 pattes à la fois. Va-t-elle s'en sortir ? Elle lutte, avec l'énergie du désespoir, pour se dégager. Elle faiblit. Les fourmis le sentent. C'est fini. Elle est morte. À côté de son cadavre, une de ses collègues continue à travailler. Le piège a trop bien fonctionné. La fleur n'avait pas voulu ça. Mais ces exemples sont rares. Dans leur grande majorité, fleurs et insectes sont liés par des contrats d'associations amicaux, profitables pour les 2 parties. À mesure qu'il avance dans l'évolution, plus l'insecte amène la plante à perfectionner son architecture, plus il se contraint lui-même à développer ses propres facultés psychophysiologiques. Les fleurs n'existeraient pas sans les insectes. Et, à l'inverse, il n'y aurait ni abeilles ni papillons si les plantes, il y a 100 millions d'années, n'avaient pas inventé la fleur et ne cessaient de la perfectionner.